Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète beaucoup d'organisations, à la fois des acheteurs logiciels, mais aussi des DSI, des directeurs administratifs et financiers, mais aussi des software asset managers, évidemment. L'augmentation qui est souvent brutale, qui entraîne un certain nombre d'émotions et d'inquiétudes de la part des principaux fournisseurs de technologies. On pense évidemment aux grands éditeurs, mais les plus petits acteurs sont aussi amenés à avoir des positions brutales en termes de tarifs. Pour y voir plus clair aujourd'hui et réagir face à ce genre de situation, je suis accompagné de Maître Alexandre Dill, avocat, expert en droit des contrats IT. Et avec lui, on va décortiquer ce qui est abusif ou pas, comment se protéger, et bien sûr, comment négocier face à ce type de situation. Et on espère avoir des astuces et puis quelques tips pour tout cela. Bienvenue, Alexandre. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, on est quelques avocats en France. Sur 70 000 avocats, on doit être une petite centaine à avoir cette spécialité. Pour ma part historique, j'ai été développeur informatique pendant 3 ans, 3 quarts chez AXA pour payer mes études de droit. Et à la fin de mes études de droit, je suis devenu avocat. Et assez naturellement, malgré un diplôme de droit fiscal et droit international public, j'ai fait du droit informatique. Et depuis 2000, j'exerce dans ce domaine qui a la particularité d'être un domaine juridique très particulier, c'est pour ça qu'on est si peu nombreux, où il faut d'une part connaître un petit peu le droit tant qu'à faire, mais surtout comprendre la technologie et les impacts et les problématiques technologiques. Okay. C'est pour ça que dans les grands cabinets, il y en a très très peu, malgré la qualité des avocats bien sûr, et que c'est très souvent des petits cabinets d'avocats qui ont cette pratique. Il y en a une trentaine à peu près en France. Ok. Bah, très intéressant, cette double casquette, effectivement, on la voit parfois sur des acheteurs, ils sont ingénieurs et acheteurs. Les avocats, eux aussi, peuvent avoir des doubles casquettes. Alors, première question pour ouvrir le sujet, à partir de combien de pourcents ou d'euros est-ce abusif des augmentations qui nous sont proposées? Alors, évidemment, la réponse, c'est ça dépend, mais ça veut rien dire. Le concept de abusif sous-entend déjà qu'on exagère par rapport à quelque chose. Le quelque chose, c'est d'une part le contrat et d'autre part la loi. Sachant qu'en pratique, le contrat superside, c'est-à-dire est supérieur à la loi, sauf exception. Les exceptions s'appellent l'ordre public. Mais on est dans un domaine d'activité où l'ordre public, c'est rarissime. Donc, pour résumer, le contrat s'applique toujours et la loi, c'est pas très important. Alors donc, quand on est abusif, c'est qu'en fait, on va au-delà de ce que permet le contrat. Les contrats sont de deux types, globalement. Soit ils sont soumis à votre droit local, qui est un droit français, parce que nous, on se parle en tant que Français, hein. On va dire le droit de votre pays. Vous connaissez la règle du jeu, vous savez comment ça fonctionne. Soit il est soumis au droit de l'éditeur, qui est très souvent américain. Et d'ailleurs, immédiatement, je tenais à préciser tout de suite que j'adore les Américains. Voilà, j'ai grandi dans une culture américaine en bossant beaucoup pour des cabinets américains. Pas de problème. Mais on va parler de business, donc il n'y aura pas d'aspect subjectif ni émotionnel. Et pourquoi est-ce que je rentre tout de suite dans cette thématique? C'est que le droit américain et les droits continentaux, comme le droit français, ne traitent pas du tout de la même manière les augmentations de prix à l'intérieur du contrat. En droit américain, il y a beaucoup plus de liberté pour augmenter facilement un prix, alors que sur les droits continentaux, comme le droit français ou allemand ou italien, on est clairement basé sur le consentement des deux parties. C'est pas le même concept. Donc pour répondre à ta question, nous sommes dans un environnement où le concept d'abusif va dépendre du droit applicable. En droit américain, tant que le client accepte, c'est pas abusif. C'est facile. Ok. En droit français, si vous violez les clauses du contrat sur l'augmentation du prix, c'est abusif, parce que c'est illicite, tout simplement. Mais à la fin du contrat, donc on est en droit français,
à la fin du contrat, il y a une augmentation de 15%, 20%. Alors, effectivement, là, c'est un deuxième cas qu'on voit très souvent, mais le cas où on est à l'intérieur du contrat se pose très souvent. On a tous vécu avec Broadcom, Mmh. c'est en cours d'exécution de contrat que VMware a soudainement augmenté ses prix. Ouais. En Et payé. renouvellement de contrat, la liberté contractuelle s'applique, même si les mots ont leur sens. Un renouvellement, c'est un nouveau contrat. Une prorogation, c'est du latin, c'est le même contrat qui continue. Donc, si je proroge un contrat, c'est le même prix. Si je renouvelle, liberté contractuelle, on peut renégocier des nouveaux prix. Et déjà, juste sur ce mot, on n'utilise pas du tout le même régime juridique. Vous allez me dire, je chipote. Non, je ne chipote pas du Non, non, tout. c'est Quand intéressant. il s'agit de plus de 20%, on ne chipote pas. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, pour répondre à la question, lorsqu'on est en liberté contractuelle, par définition, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que, lorsqu'on négocie un contrat, on va aussi négocier cette fameuse période de renouvellement, où on va dire, le contrat dure par exemple 3 ans, point. À la fin des 3 ans, nous allons négocier la clause de renouvellement et d'augmentation des prix. Donc à l'intérieur du contrat, il y aura un paragraphe qui va régir l'augmentation des prix pendant la durée du contrat. Et il y aura un autre paragraphe plus loin qui dira « Ouais, mais le contrat, à la fin de sa durée, il va être renouvelé. Et voilà les règles du jeu de comment est-ce qu'on va négocier le nouveau prix du nouveau contrat qui sera renouvelé. » Donc c'est deux thématiques différentes. À l'intérieur du contrat, on applique très souvent l'indice Syntec. Mmh. En gros, tant que le contrat est en vie, on augmente maximum de 2, 3, 4% pour Syntec. Point. Une fois le contrat fini, on va renouveler le contrat. On ne va pas s'arrêter, on va continuer à bosser ensemble. Certes, le droit français nous dit qu'on est en liberté contractuelle et qu'on peut renégocier, virgule, mais nous, contractuellement, on va s'auto-limiter en disant que dans le cadre du renouvellement, on ne fera pas des augmentations de plus de... Et j'arrive enfin à la réponse que tu attends depuis 10 minutes. Plus de market practice. Moi, je demande toujours, quand je suis acheteur, plus de Syntec. Je veux que ça soit limité au Syntec. Le vendeur, l'éditeur me dit toujours pas de limite. Et très généralement, on arrive à se limiter à isopérimètre. Et tu vas comprendre que tout est dans isopérimètre en réalité, entre 5 et 10%. Voilà la réponse que moi j'ai en market practice. Sauf que les éditeurs acceptent finalement de s'auto-limiter entre 5 et 10% selon Nego, parce que tout est dans isopérimètre. Et qui savent que le contrat qui va durer 3 ans, dans 3 ans, le isopérimètre, ça ne voudra strictement rien dire, parce qu'on va te sortir de l'IA, de cloud, de je sais pas quoi, et qu'on va t'expliquer que c'est plus 50%, parce que tu comprends, c'est pas le même périmètre. Voilà, Oui, c'est ça la technique. mais tu as raison, la tournure des phrases qu'on peut employer est extrêmement importante. Et on en a déjà parlé ensemble, c'est aussi peut-être de mettre des exemples qui peuvent nous aider à illustrer une situation. On a plusieurs cas où j'ai plusieurs cas en tête sur renouvellement à isopérimètre veut dire un même nombre de licences, par exemple, sur une fonctionnalité clé pour le client. Mhm. Donc voilà. Donc dans l'imaginaire commun, on a toujours des clients qui peuvent aussi nous questionner sur est-ce que la loi nous protège? En fait, ça dépend. La réponse, c'est américain, c'est le business. En droit français ou européen, on peut être protégé, mais il n'y a pas un truc magique qui dit je suis protégé à tous les coups. Genre rupture Exactement. des relations brutales établies, des choses comme ça se qualifie. Ça se qualifie, mais sincèrement, c'est beaucoup plus des raisonnements de contentieux. Et mon opinion d'avocat, hein, c'est quand tu Mmh, arrives au tribunal, c'est que tu n'as pas été bon avant, hein, que tu es tort ou d'accord. raison. Moi, avocat, je le dis très clairement, faites tout pour éviter le procès. Je le dis très clairement. Mais on peut utiliser le procès comme un outil de négociation. Ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça soit une finalité. Vous avez autre chose à faire de vos journées qu'à faire des procès. Oui et puis surtout on n'est pas certain du résultat puisque la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre et c'est pas toujours,
à l'avantage du client. Et Je ça peut être... confirme. La justice française, c'est 50-50, quel que soit ton dossier. Donc, on a évoqué aussi que, tu viens de le mentionner, que en cas de changement de posture contractuelle ou de comportement de l'éditeur, on pense évidemment à Broadcom. Pendant la durée du contrat, les clients se sont vus proposer des choses inacceptables. Donc, certains qui étaient en droit français ont pu faire valoir leurs droits et le contrat peut-être à travers des référés. Est-ce que ça a été toujours efficace, à ta connaissance? Oui, à ma connaissance, toutes les défenses sur cette hausse soudaine et imposée, unilatérale, euh, un peu virulente, on se fait respecter, voilà, toutes ces défenses-là ont été efficaces. Parce que droit français. Exactement. Moi, je peux synthétiser l'histoire Broadcom comme tous les contrats soumis au droit américain, il n'y a quasiment pas eu de négo. Parce qu'en gros, pour être clair, Broadcom pouvait faire ce qu'il voulait. Et ça tombe bien, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mmh. Tous les contrats soumis au droit français, il y a eu deux histoires. Soit, j'ai connu les deux, hein, soit il y a des entités, des noms les plus connus aux petites PME d'ailleurs, hein, qui ont accepté leur sort. J'ai toujours pas compris pourquoi. En disant, bon, bah, c'est comme ça, je vais payer. Bon, c'est très étonnant. Et puis d'autres qui, les histoires les plus connues sont Thales, Orange, que tout le monde connaît sur le marché, qui ne sont pas laissés marcher dessus, qui sont allés au tribunal parfois, comme Thales, et qui ont obtenu gain de cause et qui ont pu faire une négo qui, in fine, évidemment, elle n'est pas très morale parce que, in fine, ils payent une augmentation, mais n'a rien à voir avec ce qui était proposé au début. Donc Mmh. oui, ça fonctionne de se défendre, ça fonctionne bien en fait. OK. Donc c'est un vrai levier de négo, d'avoir un contrat en droit français et puis de Oui, s'en défendre. oui, Hem, on oui, se dit, oui. Le droit applicable, c'est la règle du jeu. En fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le droit, c'est pas juste un truc pour faire plaisir. C'est la règle du jeu. Si je joue au foot, je vais jouer au foot avec les règles du foot. Ça paraît évident quand je le dis. oui, Si je suis français, je veux jouer avec les règles françaises. Je donnais les exemples assez communs du droit nord-coréen. Personne n'aurait l'idée de signer un contrat en droit nord-coréen. Bon, bah, ça sonne plus à l'oreille des gens quand je prends cet exemple. Moi qui suis footballeur, je vais pas jouer avec les règles du rugby que j'adore par ailleurs, c'est pas ça la question, mais voilà, c'est simple. Et en fait, un droit reflétant une culture, des coutumes et des habitudes de marché, ne faites pas votre métier avec le droit, les coutumes et les mmh, habitudes d'un autre métier, d'un autre c'est marché. clair. C'est inconcevable. Donc si on se dit qu'il existe des clauses contractuelles ou des garde-fous, outre, le droit français, qu'est-ce qu'on peut mettre pour éviter aussi les mauvaises surprises? Parce qu'on peut se dire: «Ben, j'ai pas réussi à négocier le droit français, qu'est-ce que je peux faire?» Alors, bon, le droit américain, c'est pas le droit nord-coréen déjà, hein. Ouais. C'est à nouveau, faites une culture, une mentalité, ça reste quand même une mentalité assez proche de nous. Sauf que, pour donner un exemple extrêmement concret, euh, si ce n'est pas expressément spécifié dans les documents de pré-négociation, d'appel d'offres, de négociation ou du contrat, on a le droit de mentir en droit américain. On n'a pas le droit de mentir sous serment, mais on a le droit de mentir. Un vendeur a le droit de mentir à son client. Ça fait bizarre. Nous qui sommes latins, ça nous fait tout bizarre. Nous, c'est dégueulasse, c'est On interdit, ça parle de fait relations de confiance et compagnie. exactement. Bah, on a en droit américain, s'il n'est pas spécifié expressément le concept de bonne foi, ce qu'on voit dans tous les contrats, hein, quasiment, hein, je vous Mmh. rassure tous, hein. Euh, Autrement, on a quand même le droit de mentir. Donc c'est quand même un concept, une mentalité très différente. Donc, étant donné que c'est un droit qu'on appelle conventionnel, contractuel, euh, le contrat va primer sur tout. Ce qui veut dire que pour répondre à ta question, on peut mettre plein de choses dans le contrat. Et ça tombe bien parce que le réflexe qu'on doit avoir quand on achète, c'est d'insérer dans un contrat tout ce qui nous intéresse. Donc ça veut dire deux choses, et qui sont des lapalissades, mais tellement lapalissades que je le vois quasiment jamais, donc je suis obligé de le dire. C'est un, définissez quels sont vos intérêts, s'il vous plaît. Et deux,
écrivez-le dans un contrat. Ça paraît stupide ce que je dis comme ça, sauf que Non, je non, le vois mais une fois sur 100, hein. non, mais c'est intéressant parce que souvent, on a des prospects ou des clients qui nous disent: «On se fait imposer une trame contractuelle, on ne peut pas, changer le moindre mot, on ne peut pas changer de préambule, on a des difficultés à discuter sur les définitions, des choses comme ça». Comment on fait dans ces cas-là? Alors, tout est rapport de je parle des Américains, tout est Oui. rapport de force et pour comprendre l'importance du juridique chez les Américains, c'est quand même le numéro 2 de General Electric, c'est-à-dire quelqu'un de très important qui me disait ça. Il me disait: «Chez nous, les Américains, le numéro 1 ramène l'argent et le numéro 2, c'est toujours le directeur juridique parce que lui, c'est le gardien qui fait en sorte que l'argent ne ressort plus une fois qu'il est rentré». Et c'est intéressant parce que quand vous regardez, les revenus d'une compagnie américaine ou européenne, ça se compare. Quand vous regardez ce qui ressort, effectivement, c'est le jour et la nuit. En fait, notre rentabilité chez nous, Européens, elle est très, très faible parce que, il y a beaucoup de charges qui repartent de l'autre côté. Les impôts, les procès perdus, ce genre de choses. Les Américains, ils ont pas ça, hein. C'est ça, en fait, leur grande force. Donc je referme cette parenthèse, mais qui explique beaucoup de choses. Et ça explique, exemple, que chez les Américains, on préfère perdre un client ou un prospect plutôt que de signer des clauses contractuelles trop défavorables. Et d'ailleurs, je l'assume tellement bien que dans mon expérience, sans donner de nom, j'ai vu un grand groupe très connu perdre un contrat de 100 millions de dollars annuels sur 3 ans, 3 fois 100, 300 millions de dollars quand même, on parle d'un gros chiffre hein, là, Mmh. parce que, in fine, le risque juridique était trop élevé. Et le numéro 2 de cette boîte a estimé que 300 millions de dollars était moins important que le risque juridique associé. Aucun acteur européen ne fera jamais ça. Non, c'est clair. Voilà. Ça, je l'ai vu, c'est un véridique 2015. Franchement, même moi, ça m'a sidéré. Mais c'est ça la mentalité. Donc, pour répondre à la question, ce qu'il faut faire, c'est être ferme. C'est être très ferme. Soit le commercial que vous avez en face de vous va vraiment appliquer les règles de sa boîte et sincèrement, mais vraiment, c'est un retour d'expérience que je fais à tout le monde là. Si la boîte, l'éditeur, est à ce point peu souple dans la discussion contractuelle et refuse de vous écouter, ça vaut peut-être mieux que vous bossiez pas avec lui, parce que ça va être un enfer l'exécution du contrat. OK. Et vraiment, ça c'est des vieux qui me disaient ça, et ben moi qui suis peut-être un peu vieux maintenant, je confirme que c'est vrai. Comme grand principe, ça se vaut totalement. OK. Soit le commercial accepte d'écouter quelques-unes de vos demandes, et il ne l'écoutera que si vous êtes ferme dans votre demande répétée, insistante. Et à ce moment-là, vous pourrez faire bouger quelques lignes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Moi, ma tactique, mon type, voilà, mon astuce que je fais quand je suis acheteur européen, ce qui m'arrive quand même quasiment tout le temps, on va pas se mentir, c'est que, en fait, je fais exactement ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que je me présente en disant, bah, d'abord, moi, je suis un extérieur, je suis avocat, je suis pas salarié. Donc, je suis pas soumis à des ambitions de carrière en interne. J'ai pas ça. Et moi, en plus, je dis souvent que, ce qui est quand même quasiment tout vrai, que je suis mandaté non pas par un acheteur, un juriste, mais vraiment par le board. Et que le job du board, et ça c'est vrai, ce que je vous dis est très important à tous. Le job du board, c'est de protéger la boîte. Ce qui n'est pas nécessairement le job d'un mec au marketing, un acheteur, un juriste. Mais le Non, non, board, oui. d'accord. Et c'est vraiment mon cas, hein, moi je suis quasiment toujours mandaté par le board. L'instruction numéro 1, c'est OK, tu vas faire un deal, mais d'abord tu nous protèges. Donc je suis capable de faire péter des deals, je suis capable de taper du poing sur la Ouais, table, c'est je ton suis capable mandat d'être et c'est le transporteur. storytelling aussi que tu as derrière, quoi. Exactement. Et ben ça, les Américains le comprennent toujours. Et ça, c'est vraiment une tactique de négo qui marche super bien, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas m'amadouer, parce que ça ne veut même rien dire, cette phrase. On Mmh. ne peut pas m'acheter, me corrompre, enfin, tu vois, ça ne veut rien dire. Et que vu que je suis là pour protéger avant tout les intérêts de la société, que je suis le vrai gardien du temple, je vais être insupportable et que j'ai aucun problème à faire péter le deal. Et d'ailleurs, petit spoiler, j'ai fait péter des deals pour de vrai en plus. Donc Non, vraiment, mais ça, c'est intéressant parce qu'ensuite, si tu les recroises, ils vont voir que tu as oui, pas c'est déjà arrivé. bluffé. C'est déjà Voilà, arrivé. ils vont voir que tu as pas bluffé et puis bizarrement, ça se passera peut-être différemment. C'est ça. Mais ce mandat est hyper important et surtout, tu as dit quelque chose, c'est la récurrence des demandes. C'est pas on s'arrête pas au premier non, je pense. On doit y revenir plusieurs fois. Exactement. Et il faut pas insister, faut pas hésiter à demander, insister, à être lourd, parce que en réalité, euh,
les, nos amis américains sont des vendeurs dans le sens où ils ont des objectifs froids. Ils font pas dans le sentiment, même s'ils sont super dans la vie de tous les jours, hein. Moi, je les adore, ces gens-là, mais il n'y a pas d'histoire de être sympa, win-win, il n'y a pas de tout ça. Ils ont des objectifs et ce qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Mhm. Et puis surtout qu'on puisse être en face, on demande, et qu'il faut qu'ils répondent derrière. Moi, je donne toujours un exemple, enfin toujours, je donne depuis quelques années un exemple. Donald Trump, que beaucoup de gens autour de moi trouvent cinglé, c'est juste un vendeur lambda américain pour moi. Pour moi, c'est l'exemple type des gens que j'ai en face de moi chez un vendeur américain. Il n'a rien d'exceptionnel pour moi, Trump. Il est bon, un petit peu acteur, mais Il a juste des étoiles de président maintenant, mais oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ce côté un vendeur américain, technique à l'américaine, excessif, taper du poing. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a même fait le coup de quitter la pièce en jetant dans la salle de réunion ses papiers. Mais tout ça, c'est du théâtre. Et on le sait parfaitement. Et puis on s'y habitue. Mais ils s'attendent de nous qu'on soit un petit peu comme ça aussi. Il faut aussi qu'on tape du poing sur la table, qu'on dise no way, jamais de la vie ça n'arrivera. Si on ouais. est souple, on va se faire écraser. Ils n'ont pas de respect pour les faibles, hein. Non, mais on est bien d'accord, et c'est là où parfois, je pense qu'en en acheteur, on peut jouer encore plus cette carte, qui parfois n'est pas totalement jouée. Je pense au théâtre, aux sorties de salle, mais tout doit être bien maîtrisé et éviter les dérapages, mais c'est, de mon point de vue, pas assez le cas. Je suis d'accord. Hem Dans quelles conditions un éditeur peut-il imposer une hausse rétroactive, et est-ce qu'on peut s'y opposer? Alors, rétroactive, dans le sens de ta question, je le comprends comme couvrant une période qui était régie par un contrat. Ouais, On était dans une... Ok. c'est exactement ça. Eh ben, il peut l'imposer. On a eu des tentatives, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on a eu des tentatives, et donc j'aimerais bien avoir ton point de vue. On a bien compris que tout, si c'était pas dans le contrat, on pouvait imaginer certaines choses, mais on a vu des tentatives et on se disait: «Ben, finalement, est-ce qu'on peut s'y opposer? S'il y a une faille?» ou j'en sais rien, donc je voudrais avoir ton avis. Alors, la réponse elle est très simple, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, sauf si tu es d'accord. Et Mmh. donc, voilà, la réponse est très facile, hein. Donc, il suffit juste de dire non, 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 de tenir bon, voilà, de se faire baquer par son board, Mmh. parce qu'évidemment, leur intérêt, c'est d'y arriver, donc ils vont t'amadouer, te démontrer que c'est important, etc. Ils vont passer par de différents postes, s'il le faut, y compris aller convaincre ton propre patron, mais il suffit juste de rester ferme et de demander l'application du contrat passé ou en cours. C'est aussi simple que ça, en fait. OK, je suis très clair. Merci pour ta réponse. Hem, Face à des grands éditeurs, parfois on se dit qu'un effet de groupe peut, peut-être, réorienter les forces, ou rabattre les cartes. Est-ce que le principe de class action, de ce genre de choses pour contester soit des hausses, soit des changements qui entraînent des agréments sur des points de licensing ou évidemment la facture, donc ça revient à une hausse. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a des points à respecter juridiquement? Alors, l'action de groupe est à la base un concept de droit de la consommation. Historiquement, c'est le droit américain, certes, bon. Mais en droit français, c'est un concept de droit de la consommation qui a plus tard été étendu en droit de la concurrence, ou droit boursier d'ailleurs, mais ça reste globalement des petits faibles qui se regroupent entre eux face à un gros. Alors tu vas me dire, bah justement, ça tombe très bien, c'est exactement ce dont on parle. Mmh. Ouais, sauf que nous, on est en B2B. Et donc, c'est plutôt une sorte d'action conjointe. Alors, moi, j'ai déjà fait toujours dans le milieu technologique, mais dans un autre univers, où on était 32 professionnels en même temps, au même endroit, devant le même président, en disant, bah oui, on est tous ensemble, on est copains, on va tous faire le même procès en même temps. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, c'est ce qui s'est passé. Ça marche très bien, mais c'est pas le mot class action ou action de groupe qui s'applique. La portée, la nature et la finalité est la même au bout du compte, hein, on a bien compris. Moi, je trouve que
Pour revenir à mon grand thème qui est de définir les intérêts pour ensuite les défendre en négociation, parce qu'à nouveau, c'est ça mon grand thème, c'est d'abord définir et ensuite négocier. Et pour moi, le grand manque des Français, c'est de définir d'abord ses intérêts. Euh, les actions collectives me semblent extrêmement intéressantes. Mon expérience, c'est que malheureusement, il y a encore beaucoup d'égouts chez nous. Voilà, on reste des Français, hein, on ne se refera pas, hein. Mais c'est ça qui limite ou amoindrit l'efficacité de la définition d'un intérêt commun. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on en voit peu. Les Allemands, qui est un peuple que je connais assez bien, mon nom de famille parle pour moi, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de déterminer un intérêt commun. Et mon impression, sans parler de SAP, qui a une histoire particulière en Allemagne, mais c'est que les clients, les utilisateurs des grands éditeurs américains ou européens sont beaucoup plus écoutés en Allemagne qu'en France, parce que leur voix est beaucoup plus cohérente et Structuré commune, et structuré. exactement, qu'en France. Malgré le travail de gens extraordinaires comme INC ou le CIGREF ou les gens comme ça, hein. Mais je trouve que on a encore beaucoup trop d'hétérogénéité dans nos propos à l'égard des éditeurs. Ok, donc en fait, le point clé juridique, c'est même pas juridique, c'est d'abord alignez-vous, définissez un intérêt commun, et après on verra. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on a une limite juridique, mais c'est juste pour l'anecdote, qui est que on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle une entente en droit de la concurrence. Il y a des gens qui se sont fait taper il y a longtemps parce qu'ils faisaient des réunions entre eux pour dire ouais, il y en a marre de X, Y, Z, alors on va tous s'entendre entre nous pour faire une politique unique à leur égard. Et la haute autorité de la concurrence ou la Commission européenne les avait sanctionnés. Bon, honnêtement, c'est des cas extrêmement rares. Voilà. Moi, je continue à encourager les utilisateurs d'un même éditeur à se regrouper, se parler. Je trouve que les clubs utilisateurs sont des merveilleux forums pour trouver une voie commune, et il faut continuer dans cette voie. Est-ce que il y a un délai légal d'alerte, si ça n'est pas précisé au contrat, pour notifier une hausse? Est-ce qu'il y a des choses qui se disent, ben, il y a une jurisprudence, est-ce qu'on peut contester si la communication n'est pas extrêmement claire, voire plutôt floue? Est-ce que les vendors sont tenus à un certain nombre de choses? C'est une excellente question, et une question d'actualité en plus. La réponse est oui, d'abord. D'abord, la réponse est oui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et ensuite, c'est oui, et ça dépend depuis combien de temps on se connaît. Si on se connaît, si tu m'appliques le même tarif depuis 30 ans, ton préavis ne sera pas le même que si on se connaît depuis 15 jours. C'est Et contre-intuitif, hein? si on est en droit français? Exactement. Et là, tu as encore mis le doigt sur le point central, qui était ma clé d'entrée, pour moi, hein. C'est effectivement, en droit américain, ils ont tous les droits, les vendors, pour être très clair, hein. En droit français, on n'a pas tous les droits. Euh, Pour ce qui est du droit français, il y a même eu des procès. Il y a même eu un procès qui a été gagné par le cabinet Winston & Strawn face à Oracle, où on avait un préavis de une semaine, je crois, avant une hausse, avec en plus couplé, si vous signez pas l'avenant, je coupe tous les tuyaux. Bon, bah, ils ont perdu. Puis ils ont perdu beaucoup d'argent au tribunal, hein. La Cour d'appel a sanctionné fortement. Euh, donc ça existe. Moi, il m'est arrivé, même si je suis très rarement de ce côté, d'être en conseil d'un éditeur qui veut faire une hausse, et ma préconisation est toujours la même. C'est quel est ton cycle de vente? Allez, on va me parler de 6 mois. Voilà, on me parle d'un délai, je dis, bah voilà, ton préavis, c'est ton cycle de vente. C'est à peu près ça. C'est toujours ma réponse, c'est faut vraiment que les gens te voient arriver, pour être très clair. Et je le fais à l'aune intellectuellement à l'aune d'un document qui est en train d'arriver, dont on parle très très peu et je suis étonné, qui s'appelle le Data Act, qui est un règlement européen qui est entré en vigueur il y a maintenant 11 jours. Oui. On est en plein dans l'actualité grâce à lui, qui rappelle qu'effectivement, on a des minima de comportement contractuel et précontractuel dans notre univers à nous de la data, et que il faut prévenir à l'avance, et qu'il faut avoir un minimum d'informations précontractuelles, contractuelles, post-contractuelles. Voilà, donc cette mentalité française que je viens d'évoquer, on la voit très clairement étendue au niveau communautaire maintenant. Si,
J'ai une question subsidiaire, là. J'ai un cas qui me vient en tête. Je négocie avec un éditeur, mais en fait, il me propose un droit irlandais ou suisse ou autre chose. Mhm. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que vaut mieux prendre le droit irlandais ou suisse si j'arrive pas à prendre le droit français? Bravo. C'est une très bonne question parce que moi, je l'ai quasiment à chaque fois, ce dilemme. Je refuse toujours le droit américain. Il me refuse quasiment toujours le droit français. Donc on se retrouve comme deux abrutis à se dire, bah oui, mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le droit irlandais? Alors je le dis quand même pour tous nos auditeurs, c'est que pour des raisons fiscales, quasiment tous les headquarters sont en Irlande, parce que l'Irlande reconnaît euh, la, la- la substance fiscale est en fonction de l'effective place of management, c'est-à-dire où sont les dirigeants de la société irlandaise. Où est-ce qu'ils habitent? Je vous laisse aller regarder où habitent les dirigeants de Google, Apple, etc. en Irlande. Ils habitent pas en Irlande, hein. Ils habitent dans un autre pays. Je vous laisse regarder lequel. Bon, passons. Et donc, le revenu, il est très souvent centré sur l'Irlande. Et c'est pour ça qu'on nous propose l'Irlande. Parce que le droit applicable au contrat sera cohérent avec le flux financier. Donc c'est logique. Le droit irlandais est très fortement d'inspiration anglo-saxonne, avec une petite couche de catholicisme. Donc par exemple, il y a de la bonne foi en droit irlandais. C'est déjà pas mal, c'est mieux que le droit américain quand même. Ouais. Maintenant, pour répondre à la question, le droit suisse, surtout canton de Genève par exemple, c'est très clairement du droit français, un petit peu plus pragmatique et intelligent. Donc moi, je préfère 1000 fois le droit suisse. Parce que je le maîtrise, parce que c'est notre droit à nous, parce qu'on protège le faible contre le fort, on révise les clauses pénales, on dit aux gens de ne pas augmenter n'importe comment. Ça m'intéresse comme droit. Donc pour répondre de manière un peu synthétique, je, je réponds parce que je suis avocat et que j'ai fait des études et que en plus j'ai habité plusieurs pays. Le faites pas comme ça au doigt mouillé. Appelez un copain qui s'y connaît un peu quand avant de décider. Mais quand on est français, le droit suisse c'est très bien, le droit luxembourgeois c'est super. Les droits latins, espagnol, italien, c'est pas trop mal. Et en gros, plus c'est anglo-saxon, moins c'est bien. Plus c'est latin, mieux c'est. Pour nous, français, hein, je parle, Ouais, il non, n'y a pas non, de mais jugement de c'est valeur. intéressant parce que j'avoue que on n'est pas. Alors déjà, chez Elie, on n'est pas forcément expert en droit et compagnie. On sait que le droit français c'est important pour toutes les raisons dont on a parlé. Mais irlandais ou suisse, bah, personnellement, j'avais plus une tendance sur le suisse, mais j'avais pas un vrai fondement. Merci de m'avoir apporté ton éclairage. Une petite dernière question qui est d'actualité. On a l'éditeur Microsoft qui a annoncé à l'été mettre fin aux remises programmatiques en fonction des quantités commandées. Et donc, admettons, j'ai un contrat en droit français, donc le contrat de tête qui peut s'appeler le MBSA et puis en dessous, on a toute une liasse contractuelle un peu compliquée avec un grand nombre de documents. Certains sont perpétuels, d'autres sont, d'une durée d'environ 3 ans. Souvent un enterprise agreement, c'est 3 ans. Comme c'est du droit français, est-ce que je peux m'opposer à cette fin des remises programmatiques, ABCD? C'est exactement, c'est exactement le procès qu'a fait Thales au tribunal de commerce de Paris pour VMware. Ils sont allés voir le juge en disant, lisons le contrat ensemble, s'il vous plaît, chers amis. Regardez, il y a écrit que vous devez bosser comme ça, de telle manière, avec tel prix. Et ben, vous savez quoi, jusqu'au dernier jour, on va faire exactement comme c'est écrit. Ouais, mais tu vois, donc à la fin du contrat, jusqu'à la fin du contrat, on est protégé. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Mais au renouvellement, est-ce qu'on peut, après la date de mise en application, donc admettons, j'ai un contrat qui me couvre jusqu'en 2028 ou 30 ou j'en sais rien, comme le délai, enfin, je travaillais avec eux depuis des dizaines d'années, est-ce que je peux essayer de tirer quelque chose? Alors, si on part du principe que tu n'as aucune clause dans ton contrat qui prévoit comment serait négociée la suite du contrat. Parce qu'à nouveau, si c'est écrit, bah, tu fais ce qu'il y a écrit dedans. Il n'y a Facile. rien d'écrit. Imaginons qu'il n'y a rien écrit. Euh,
tu es très, 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 très peu protégé par le droit français de ce point de vue. À nouveau, c'est un droit contractuel, le B2B en France. Hein. Le B2B égale contrat, rien d'autre. Le seul point éventuellement que je vois dans ton exemple, c'est que vous avez une durée de relation extrêmement longue. Oui. Et en l'état de la jurisprudence française, si vous avez plus de 10 ans de relation, il faut que tout changement substantiel ait un préavis supérieur à 12 mois. Okay. C'est le seul truc que je peux voir dans cet exemple, c'est de dire, OK, je ne peux pas m'opposer à ça, je n'ai pas le choix, hein, liberté contractuelle, mais il faut me prévenir à l'avance, donc tu ne peux m'appliquer ça que dans X mois. Okay. Mis à part ça, non. Et alors, je dis quand même pour information, pour note, je ne partage pas ce point de vue, mais je le donne quand même. Hein. Il existe chez les avocats un courant qui consiste à dire oui, mais lorsque un éditeur impose ces clauses qu'on vraiment peut pas négocier, c'est pas grave, faut quand même signer. Et si ça se passe mal devant un juge, ils seront condamnés à des dommages et intérêts. Alors, Ouais, d'une part, c'est la réforme du droit des contrats de octobre 2016, si je me souviens bien, c'est ça? félicitations, tout à fait, qui a été transposé dans plein de... Tout ça est vrai. Ok. Il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais, et c'est pour ça que chacun a une mentalité différente. Ma position, qui n'est pas la vérité, c'est juste une position, c'est que se rentrer dans une relation en se disant, allez, de toute façon, on va aller au tribunal, moi je trouve ça dommage. Sincèrement, je continue à penser, malgré mon métier d'avocat, que le but d'une boîte, c'est pas d'aller faire des procès, c'est de faire tourner la boutique et d'avancer. Et donc, voilà, je donnais pour information l'existence de ce courant d'opinion, mais je le partage pas. Oui, je me rappelle plus exactement comment on qualifie ça. C'est t'as un PDF, refus de discussion, et cetera. Il y a un terme, c'est Alors, il y a il y a contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion. c'est Des ça. écrits Alors, significatifs, des choses comme ça, non? c'est ça. Alors, il y a plusieurs choses dans le droit français, et y compris dans le Data Act. J'y reviens décidément. Hein, il est très important ce document. Contrat d'adhésion. Alors, c'est dans le Code civil, c'est dans le Code de commerce français. Maintenant, c'est aussi dans le Data Act. Tu peux soit annuler, soit demander des dommages et intérêts, ou parfois les deux d'ailleurs. Mais il y a un autre point en plus, c'est le déséquilibre significatif des droits et obligations, qui existe aussi dans le Code civil et aussi dans le Code de commerce. Euh, et j'en ai fait l'expérience au tribunal à 2 reprises. C'est pas ultra compliqué à obtenir. Et effectivement, soit on annule la clause, soit on attribue des dommages et intérêts. Mais tout le raisonnement qu'on vient de développer à la seconde sont des raisonnements de contentieux. Et moi, mon message central, c'est négocier bien pour bien vivre. Enfin, ça sert à Non, rien mais de... ouais, et puis éviter les contentieux parce qu'on a autre chose à faire. Exactement. OK, eh bien, merci Alexandre pour tous ces partages d'expériences et ces exemples. Merci de nous avoir consacré du temps. Si vous avez aimé les premiers podcasts dédiés, au software asset management, aux achats logiciels, eh bien, continuez de liker et partager. Vous pouvez visiter notre page LinkedIn, ta page LinkedIn aussi, et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions et on est ouvert à tout autre thème. Pour cela, à bientôt. Merci Alexandre. Merci Guillaume.